Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au Burkina Faso. C'est un pays en pleine ébullition, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, qui mène ce qu'il appelle une révolution au nom de la souveraineté. Mais comme on va le voir, derrière ce grand discours, la réalité était bien beaucoup plus complexe et surtout pleine de contradictions. On va essayer de décrypter ensemble ce projet qui secoue toute la région. La démocratie tue. Voilà, c'est avec cette phrase, balancée comme ça, en treillis, à la télévision nationale, que le capitaine Traoré a vraiment marqué les esprits. Ça a fait le tour du monde, évidemment. Mais attention, ce n'est pas juste une provocation pour faire le buzz. C'est en fait la clé de voûte de tout son projet politique. Une rupture, mais alors une rupture totale avec l'ordre établi. Et du coup, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est qui est vraiment Ibrahim Traoré? Est-ce qu'on a affaire à un nouveau Thomas Sankara, ce héros révolutionnaire, ce libérateur de son peuple? Ou est-ce qu'au contraire, on est en train de voir naître une figure, disons, plus ambiguë, peut-être même plus inquiétante? C'est ce qu'on va tenter de démêler en regardant ça sous toutes ses coutures. Ok, alors pour commencer, prenons le discours officiel au pied de la lettre. C'est quoi cette fameuse révolution pour la souveraineté? Quelle est la vision que Traoré propose pour que le Burkina Faso redevienne, selon ses propres mots, maître de son destin? Alors, pour justifier sa prise de pouvoir, Traoré part d'une critique très dure de l'ancien système. Pour lui, c'est simple. La démocratie telle qu'elle a été importée n'apporte que le chaos et le sang. La politique, rien d'autre qu'un business corrompu. Il a même cette formule assez parlante où il dit que les élus sont obligés de voler pour avoir un retour sur investissement. Bref, son diagnostic est radical. Le système était pourri de l'intérieur, il n'y avait pas d'autre choix que de le faire tomber. Côté militaire, son plan se veut clair, en 3 temps. D'abord, recruter massivement, notamment des volontaires civils, les fameux VDP, ensuite s'équiper, et pour ça il se tourne vers de nouveaux alliés, et enfin, le point vraiment central de sa stratégie, la formation. Il veut un système 100% burkinabé, ce qu'il appelle endogène. L'objectif, c'est de ne plus dépendre de personne, de couper le cordon. Le mot d'ordre, c'est vraiment l'autonomie. Et cette obsession de la souveraineté, on la retrouve aussi dans l'économie. Ce qui est intéressant, c'est que Traoré utilise des exemples que tout le monde peut comprendre. Il parle de la petite cuillère du matin, des motos. Son message, c'est on doit être capable de produire tout ça chez nous au lieu de l'importer. C'est vraiment l'idée de relancer une production nationale. Et face aux sanctions financières, il a une idée qui peut paraître radicale. Utiliser l'or du pays pour l'échanger directement contre ce dont il a besoin, comme des drones, sans passer par le système financier international. Bon, tout ça, c'est le discours, c'est la vitrine. Mais est-ce que cette souveraineté totale résiste vraiment à l'épreuve des faits? C'est là qu'on tombe sur une première grosse contradiction. On peut appeler ça le paradoxe des alliances. Et le paradoxe, il est là. On a tous en tête cette rupture très médiatisée avec la France en 2023. On aurait pu penser que le Burkina allait s'isoler, mais pas du tout. En fait, ce n'était pas un mouvement vers l'indépendance totale, mais plutôt un pivot stratégique. Le Burkina Faso a simplement changé de camp, en quelque sorte. Il a remplacé ses anciens partenaires par de nouveaux. Et regardez comment les rôles sont distribués. C'est fascinant d'un point de vue géopolitique. La Russie gère la sécurité, avec des instructeurs de l'Africa Corps, les anciens de Wagner. La Turquie, elle, fournit la technologie de pointe, notamment les fameux drones de combat. Et la Chine, sans surprise, devient le partenaire économique numéro 1. Au final, on a l'impression d'être passé d'une dépendance à une autre, jeu de dépendance. Tout ça nous pousse à nous poser une question encore plus fondamentale. Si cette histoire de souveraineté extérieure est finalement assez relative, est-ce que le vrai problème est bien là où on nous dit qu'il est? Est-ce que cette guerre est vraiment juste une lutte contre des groupes terroristes venus de l'extérieur, ou est-ce que ça cache autre chose? Et c'est là qu'on doit gratter un peu le vernis. Parce que sous la surface de cette guerre contre les terrorismes, on trouve quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancien, et, il faut le dire, de beaucoup plus tabou. On parle ici de tensions ethniques. Pour bien comprendre, il faut avoir 2 groupes en tête. D'un côté, les Mossi. C'est l'ethnie majoritaire, celle qui a historiquement le pouvoir, et c'est l'ethnie d'Ibrahim Traoré. De l'autre côté, les Peuls, un peuple de pasteurs nomades, souvent en rivalité avec les Mossi. Et le problème, c'est que les groupes djihadistes ont très bien compris ça. Ils exploitent les frustrations des Peuls et ils recrutent massivement parmi eux. Et c'est là que ça devient vraiment complexe. Parce que la guerre contre le terrorisme devient en quelque sorte un prétexte parfait. Elle permettrait en réalité de mener une autre guerre, une sorte de règlement de compte entre ethnies. La logique est simple, en disant qu'on frappe les zones où les djihadistes recrutent, on frappe en réalité des zones majoritairement Peuls. Et en faisant ça, le pouvoir, dominé par l'élite Mossi, consolide son hégémonie.
Et cette analyse, malheureusement, n'est pas que théorique. Elle se vérifie dans des drames absolus, comme le massacre de Solanzo. Là-bas, ce sont les milices pro-gouvernementales, ces fameux VDP, qui sont accusés d'atrocités. Et quand on lit le rapport de Human Rights Watch, ça fait froid dans le dos. Il parle, je cite, d'une logique de purification ethnique. On est donc très, très loin du discours officiel de l'Union nationale. Alors, au final, comment peut-on résumer tout ça? Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe au Burkina Faso, ça ne concerne pas que le Burkina. On assiste en direct à un épisode d'un conflit beaucoup plus vaste, une sorte de guerre des modèles à l'échelle mondiale. On a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, il y a le modèle occidental qui dit en gros « on vous aide, mais à condition que vous adoptiez nos valeurs, notre démocratie, nos normes ». Et de l'autre côté, on a des acteurs comme la Russie ou la Chine qui arrivent avec une proposition complètement différente. Eux, ils disent « on ne vous donne pas de leçons de morale, on vous fournit ce dont vous avez besoin, des armes, des routes, des technologies. » Ils fournissent des moyens, pas des normes. Et forcément, pour des régimes qui veulent s'affranchir de l'influence occidentale, c'est une offre extrêmement attractive. Et on termine donc avec la question qui est au cœur de tout ce qu'on vient de dire. Cette révolution menée par Ibrahim Traoré avec toutes ses contradictions, est-ce que c'est une vraie libération pour le peuple du Burkina Faso ou est-ce que c'est juste le début d'une autre forme de dépendance, d'une nouvelle servitude qui pourrait s'avérer encore plus dure que la précédente? La question, évidemment, reste ouverte.